Préférez-vous vivre dans un monde en paix sous contrôle ou libre dans la violence infinie de l'humanité? Il existe un homme qui a regardé toute la violence humaine, les guerres, les génocides, les famines, et qui en est arrivé à une conclusion que personne n'ose formuler tout haut. Il a raison. Et c'est précisément pour ça qu'il est l'un des vilains le plus dangereux de la télévision. Aujourd'hui, vous allez peut-être changer d'avis sur ce que vous appelez la liberté. Pas parce que je vais vous convaincre, mais parce que les arguments de cet homme résistent. Il existe une idée qui traverse l'histoire humaine comme un fil rouge invisible. L'idée que contrôler ce que les gens mangent revient à contrôler ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent. Les pharaons d'Égypte le savaient, Staline le savait, et apparemment notre antagoniste du jour aussi. Le monde de la saison 4 de The Last Ship est un monde épuisé. Une pandémie humaine vient de décimer une grande partie de l'humanité. Les survivants se relèvent à peine. Les gouvernements recommencent lentement à fonctionner. Les villes se reconstruisent. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose ressemble à de l'espoir. Nous, les Grecs, on raconte des histoires en musique depuis l'Antiquité. Puis, un nouveau fléau apparaît. Plus silencieux, plus insidieux. Un agent pathogène inconnu se propage à travers les cultures agricoles du monde entier. Le blé pourrit, le maïs noirci, le riz disparaît avant maturité. En quelques semaines, ce n'est plus un problème local, c'est une crise mondiale. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, les réserves diminuent, les gouvernements paniquent. Et la faim, cette chose infâme que le monde développé avait presque oubliée, redevient une réalité quotidienne pour des millions d'êtres humains. C'est dans ce vide sidéral, ce moment de panique collective, d'effondrement des certitudes, de désespoir généralisé, qu'apparaît le docteur Paul Vellec. Un génie, scientifique brillant doublé de philosophe, homme de conviction, porteur d'une solution que personne d'autre n'a trouvée, et d'une vision du monde que peu de gens ont eu le courage de formuler tout haut. En nous sauvant de la famine, il a l'intention de nous guérir par la même occasion d'une maladie dont nous souffrons depuis des millénaires, depuis l'âge de pierre. Il veut nous guérir de la violence. Sa solution, nous plonger dans une nouvelle matrice. Audio Jungle. Audio Jungle. Le monde de cette saison ne commence pas par une invasion, pas par une bombe, ni par une invasion extraterrestre. Il commence par quelque chose de beaucoup plus silencieux, la faim. Et quand les gens ont faim, vraiment faim, quelque chose se brise. C'est exactement ce qu'avait dit Hobbes en 1651. La série, elle le montre en 2017. Et nous, on le vit chaque fois qu'une société s'effondre. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. La série ne montre pas la faim comme un concept abstrait. Elle la montre dans les corps, dans les visages, dans les comportements. Des files interminables devant les centres de distribution, des pillages, des communautés qui se ferment sur elles-mêmes pour protéger leurs dernières ressources. Je vous épargne le reste, vous voyez le tableau. Ce que la série décrit avec une précision presque documentaire, c'est le moment où une société cesse de fonctionner selon ses règles habituelles. Le moment où la loi, la morale, la solidarité, tout ce qui constitue le tissu d'une civilisation, se met à tomber comme un château de cartes sous la pression d'un besoin plus fondamental, manger. L'histoire humaine est traversée par une constante que peu d'idéologies aiment admettre. La plupart des grandes explosions de violence collective ne naissent pas de la haine ni de la folie. Elles naissent de la peur. Et la peur de mourir de faim est peut-être la plus primitive de toutes. Les philosophes qui ont pensé la violence à l'état de nature ne sont pas surpris par ce que la série montre. Thomas Hobbes l'avait formulé avec une franchise brutale. En l'absence d'un ordre politique solide, la vie humaine est solitaire, misérable, dangereuse, bestiale et courte. L'homme est un loup pour l'homme, non par méchanceté congénitale, mais parce que la peur de l'autre précède toujours la confiance en l'autre. L'incontournable Jean-Jacques Rousseau, lui, refuserait ce tableau. Pour lui, ce n'est pas la nature humaine qui est violente, c'est la société qui la rend telle. L'inégalité, la propriété, la compétition sociale transforment des désirs paisibles en rivalité destructrice. Ce que la série montre, des communautés qui s'entre-déchirent pour des ressources, serait pour Rousseau non pas la révélation de ce que l'homme est, mais la preuve de ce que les institutions défaillantes font de lui. Le débat Hobbes-Rousseau est au fond le débat que la série met en scène. Et Vellec, en scientifique qu'il est, à l'image de l'architecte dans Matrix, tranche en faveur de Hobbes, mais avec une solution que Hobbes ni l'architecte n'auraient jamais imaginée. La violence n'est pas un accident de l'histoire, elle est une constante biologique. Et si elle est biologique, alors elle est traitable. Ce serait tellement plus confortable s'il était fou. Tout le monde a besoin d'un philosophe, non? Donc vous dispensez votre sagesse. Effectivement.
Chaque civilisation, depuis que l'homme est sorti de sa grotte, que ce soit la Grèce, Rome, les Vikings, l'Asie, les Aztèques, l'Afrique, chaque civilisation a été ravagée et sa population décimée et dévorée par les mêmes crocs. Il ne s'agit ni de la famine, ni des épidémies, ni même de la guerre. Quelles que soient ces excuses minables, ce sont les pulsions, mon grand. Les pulsions. Tapies dans nos cerveaux primaires, elles attendent, tel le léopard, le bon moment pour surgir et massacrer ce qui passe à leur portée. Il cite des données réelles, et le pire, c'est que si vous l'écoutiez déballer son discours, vous allez vous surprendre à hocher la tête. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Il serait plus simple que Paul Vélec soit un monstre, un tyran assoiffé de pouvoir, un mégalomane classique, dont les motivations se réduisent à l'ego ou à la cupidité. Mais la série se refuse une telle facilité, et c'est ce qui en fait un antagoniste d'une rare densité. Vélec a vu des choses, des sociétés construites sur des principes nobles s'effondrer au premier choc sérieux. Et il est arrivé à une conclusion que plusieurs grands penseurs ont probablement envisagée avant lui, mais sans oser l'appliquer. L'histoire se répète encore et encore. Mendel, Boltzmann, Copernic, tous ostracisés, tous critiqués pour des idées qui ont fini par changer le monde. Et ils ont tous été trahis. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Son diagnostic, la violence humaine, n'est pas un comportement purement appris. Elle a des racines neurologiques, hormonales, évolutives. Sigmund Freud l'avait théorisé bien avant les neurosciences modernes. En chaque être humain coexiste une pulsion de vie et une pulsion de mort. Une force destructrice que la culture passe son temps à canaliser et à sublimer, sans jamais vraiment l'éteindre. René Girard va plus loin encore. Pour lui, la violence n'est pas seulement individuelle, elle est mimétique. Les désirs humains se copient, créent des rivalités, et ces rivalités dégénèrent en violence généralisée. Les sociétés ont tenté de maîtriser ce mécanisme par des rituels de sacrifice et des boucs émissaires. Mais le fond du problème reste intact. La violence est structurelle, répétitive, presque inévitable. Hegel, lui, place la violence au cœur même de la constitution de l'identité humaine. C'est en s'affrontant à l'autre, en risquant sa vie dans la lutte des consciences, que l'individu se reconnaît comme sujet libre. La violence n'est pas extérieure à l'humanité, elle est, pour partie, ce par quoi elle se définit. Vélec a lu ou étudier tout cela, et il tire la conclusion logique. Si la violence est inscrite dans notre biologie, dans nos désirs, dans notre façon même de nous constituer comme sujet, alors les solutions politiques, morales et culturelles ne feront jamais que repousser l'échéance. Il faut aller plus loin, il faut aller à la source, jusque dans notre ADN. La solution, modifier ce que nous sommes. C'est ici que son projet prend toute sa dimension, et toute son horreur tranquille. En développant des cultures génétiquement modifiées résistantes à la rouille, Vélec ne se contente pas de nourrir l'humanité. Il introduit dans ces cultures une modification supplémentaire, des séquences génétiques destinées à neutraliser les marqueurs biologiques associés à l'agressivité et à la violence. Il ne veut pas enchaîner les gens, ni les garder dans des cocons comme dans Matrix. Il veut les changer, les rendre, selon ses propres termes, capables de survivre à leur propre nature. Et le génie sinistre de son plan, c'est que personne ne le verra venir. On ne viendra pas chercher les gens, on ne les forcera pas, on leur donnera simplement à manger. Dans un monde qui meurt de faim, la nourriture est la seule chose que personne n'osera refuser. Le consentement est un luxe que l'espèce humaine ne peut plus se permettre. Je ne leur prends rien, je leur donne ce dont ils ont besoin pour survivre, et je retire ce qui les empêche de le faire. Voici Arès, le dieu de la guerre. Comme on peut le voir, son niveau d'agressivité est extrêmement élevé. Et voilà Arès aujourd'hui. Debout, combattant. C'est bon. Regardez ce qu'il est devenu. Un modèle de paix intérieure, son penchant pour la violence, envolé comme par magie. Voici la question que la série refuse de poser directement, mais moi je vais vous la poser. Et si le plan de Vélec avait fonctionné ? Et si dans 50 ans, l'humanité modifiée était effectivement moins violente, capable de construire ce qu'aucune civilisation n'a jamais réussi ? Est-ce que la fin justifie les moyens ? Avant de répondre trop vite, écoutez ce que Sartre, Arendt et Gandhi disent à ce sujet. Parce que leur réponse n'est pas celle que vous croyez. Pour comprendre pourquoi le projet de Vélec est philosophiquement inacceptable, même si son diagnostic est partiellement juste,
Il faut s'arrêter sur la notion qu'il détruit au passage, sans même prendre la peine de la nommer, le libre arbitre. Le mot est usé à force d'usage. On le convoque dans les débats politiques, les cours de philosophie, les discussions de comptoir. Mais qu'est-ce qu'il désigne exactement ? Et peut-on vraiment le défendre face à un homme qui vous dit « Je vous rends meilleur que vous ne l'êtes » ? Deux traditions, deux réponses. Pour défendre notre sacré libre arbitre, un petit détour philosophique s'impose. La philosophie a produit sur cette question deux grandes familles de réponses irréconciliables en apparence. La première soutient que l'être humain est fondamentalement libre, que ses choix, même influencés par sa biologie ou son environnement, lui appartiennent en dernière instance, et que cette liberté fonde toute dignité humaine et toute organisation politique légitime. La seconde, le déterminisme, soutient que nos choix sont le produit de causes antérieures, nos gènes, notre histoire, notre cerveau, notre chimie. Que le libre arbitre tel qu'on l'imagine est une illusion commode, mais une illusion quand même. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Vellec est un déterministe radical, et il pousse la logique jusqu'à son terme. Si nos comportements violents sont déterminés par notre biologie, les modifier n'est pas une atteinte à la liberté. C'est une libération, le problème, qui décide de ce qu'est la violence. L'argument a une force certaine, et c'est précisément pour cela qu'il faut le prendre au sérieux avant de le démolir. Car le vrai problème n'est pas technique, il est politique, au sens le plus profond du terme. Qui décide de ce qu'est la violence ? Qui décide de ce qui doit être neutralisé ? Vellec décide, lui et lui seul, sans consultation, sans consentement, sans possibilité de refus, sans possibilité d'en sortir une fois neutralisé. Au moins dans Matrix, on a le choix de la pilule rouge pour en sortir. Hannah Arendt avait identifié ce piège avec une lucidité remarquable. Elle distinguait clairement le pouvoir, qui naît de la capacité des êtres humains à agir ensemble, à délibérer, à se constituer en communauté politique, et la violence, qui repose sur la force et détruit précisément ce qui rend le politique possible. Un régime fondé sur la violence, aussi bienveillant soit-il dans ses intentions, détruit la sphère de la parole et de la persuasion. Il élimine ce qui distingue les hommes des machines. Michel Foucault nous invite quant à lui à regarder la violence là où on ne la voit pas toujours, non pas dans les actes spectaculaires, mais dans les systèmes de contrôle des corps et des comportements. Les institutions qui normalisent, qui disciplinent, qui produisent des sujets conformes, l'école, la prison, l'hôpital, exercent déjà une violence silencieuse. Ce que Vellec propose n'est pas radicalement différent. Une normalisation biologique, plus profonde encore, car une fois inscrite dans le corps lui-même, devient irréversible. C'est la matrice de Vellec. Jean-Paul Sartre posait la question en termes encore plus radicaux. La violence est un choix libre, et c'est précisément pour cela qu'elle est moralement problématique. Supprimez la possibilité du choix, y compris du mauvais choix. Et vous ne supprimez pas la violence. Vous supprimez la morale elle-même. Il y a une vérité que les grandes traditions de la non-violence ont toutes formulées, chacune à leur manière. Gandhi ne demandait pas aux hommes d'être incapables de violence. Il leur demandait de choisir de ne pas l'exercer. Et c'est dans ce choix que résidait toute la force morale de la résistance. Martin Luther King prolongeait cette intuition dans un sens politique direct. La non-violence n'est pas l'absence de force. C'est le refus conscient, courageux, répété, d'une force que l'on pourrait exercer. Un être humain dont la violence a été biologiquement neutralisée n'est pas non-violent. Il est simplement neutralisé. La force narrative de cette saison 4 est de ne jamais révéler le projet de Vellec d'un seul coup. Il se dévoile par couches successives, comme les bonnes intentions qui glissent lentement vers l'inacceptable. Le monde comprend l'ampleur de la catastrophe alimentaire. Les gouvernements paniquent, les populations s'affolent. Et dans ce chaos, Vellec apparaît comme une réponse rationnelle à un problème réel. Ces cultures modifiées semblent fonctionner. Il parle avec calme, avec données, avec vision. Pour l'équipage du Nathan James et pour les dirigeants qui le découvrent, le malaise est là mais diffus. Quelque chose dans sa façon de parler des populations, non pas comme de citoyens, mais comme de sujets d'un problème à résoudre, sonne faux. Si ça ne tenait qu'à moi, j'arrêterais les frais. Et je remettrais les chiens en laisse pour qu'ils remplissent leur vrai rôle, c'est-à-dire protéger le troupeau. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans l'urgence de la famine, ce détail semble secondaire. Ce n'est pas une situation nouvelle dans l'histoire. Machiavel l'avait théorisé avec une froideur clinique. Dans les moments de crise, la violence ou la manipulation peut apparaître non seulement acceptable mais nécessaire, à condition qu'elle soit mesurée, efficace et perçue comme inévitable.
Plus son influence grandit, plus son langage se révèle. Il ne parle plus seulement d'agriculture, il parle de reconstruction civilisationnelle. Il parle des limites de la démocratie. Il parle de ce que les populations, livrées à elles-mêmes, sont incapables de décider pour leur propre bien. C'est le moment philosophiquement crucial de la série. Le moment où un diagnostic juste bascule vers une conclusion illégitime. Ce n'est plus de l'analyse, c'est de la justification. Jacques Derrida nous rappelle que ce glissement n'est pas accidentel, il est structurel. Tout pouvoir naît d'une violence fondatrice antérieure à la loi. Toute institution, même la plus démocratique, cache en son origine un acte de force qui a institué la règle. Vélec ne fait qu'expliciter ce que les États font implicitement depuis toujours. Comment s'est construit le berceau de la démocratie ? Max Weber avait d'ailleurs défini l'État précisément par ce monopole. L'État est la communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force sur un territoire donné. Vélec ne crée pas quelque chose de radicalement nouveau. Il radicalise ce que toute organisation politique fait déjà, concentrer et administrer la violence. La différence décisive, c'est qu'il le fait sans mandat, sans légitimité et sans retour possible. C'est en ce moment que la véritable nature du projet de Vélec émerge pleinement. Il répand le nostos de la même manière que la rouille, à travers les insectes. C'est pour ça qu'il y a des plantes dans ces caisses. Les cultures qu'il distribue contiennent quelque chose que personne n'a demandé. Quelque chose que personne n'aurait accepté si on le lui avait demandé. La révélation provoque un vertige. Car la question qui surgit immédiatement est la plus inconfortable. Et si ça fonctionnait ? Et si, dans 50 ans, cette humanité modifiée était effectivement moins violente ? Est-ce que la fin justifierait les moyens ? Simone Weil aurait répondu sans hésiter. Pour elle, la violence est force, cette force qui transforme un être vivant en chose. Ce que Vélec inflige à l'humanité n'est pas une transformation, c'est une réification. Il ne soigne pas les hommes, il les fabrique. Il fait de nous une espèce qui est réduite à des objets qui subissent, notre personnalité détruite au profit de la matière. Yves Michaud, lui, nous aurait invités à regarder cette violence-là avec attention. Elle ne ressemble pas aux violences spectaculaires de l'histoire. Elle est silencieuse, intégrée, presque invisible. La violence n'a pas toujours besoin de coups pour opérer. Elle peut s'inscrire dans des systèmes, des normes, des pratiques quotidiennes. Et c'est précisément parce qu'elle est invisible qu'elle est la plus difficile à combattre. Le final oppose deux hommes qui ont regardé le même monde et en ont tiré des conclusions opposées. Vélec croit que la liberté humaine telle qu'elle existe est un luxe que l'espèce ne peut plus se permettre. Que les dégâts causés par des siècles de violence libre dépassent ce que la suppression de cette violence coûterait. Chandler croit que cette liberté, même imparfaite, même destructrice, est ce qui fait de l'être humain ce qu'il est. Y renoncer, pour survivre, c'est déjà mourir d'une autre façon. La série tranche en faveur de Chandler. Non pas parce que Vélec a tort sur tout, mais parce que ce qu'il propose n'est pas une solution. C'est une substitution. Vladimir Jankélévitch nous l'aurait dit ainsi. La violence n'est pas une force, c'est une faiblesse. Et une civilisation qui renonce à sa liberté pour se protéger de sa propre faiblesse ne se protège pas, elle se rend. Car la vraie force réside dans la capacité à contenir la violence, à parler, à pardonner, à renouer la confiance. Maintenant, et c'est là que ça vous concerne directement, Vélec n'est pas que dans une série, il est dans votre téléphone. Vous vous demandez probablement où je veux en venir. Ça arrive. La seule différence avec Vélec, il est moins discret et beaucoup moins efficace. Il serait commode de refermer ce dossier en concluant que Vélec est un fou, que son projet est monstrueux et que la série nous rassure en le faisant échouer. Mais ce serait passer à côté de ce que la série fait de plus intéressant. Vélec n'est pas une anomalie, c'est moi qui le dis, il est une extrapolation. Il part de questions que des scientifiques, des philosophes et des politologues posent réellement, et les pousse jusqu'à leurs conclusions logiques sans s'arrêter là où les autres s'arrêtent par prudence ou par humanisme. L'idée que les êtres humains ne sont pas entièrement capables de gérer leur propre liberté traverse toute l'histoire de la pensée politique. Platon imaginait des philosophes rois. Les utilitaristes défendaient la possibilité de sacrifier des libertés individuelles pour le bien du plus grand nombre. Et Marx voyait dans la violence révolutionnaire non pas un mal, mais un passage obligé, la maîtresse accoucheuse de l'histoire. Georges Sorel poussait cette logique encore plus loin, en conférant à la violence révolutionnaire une dimension presque mythique. Non seulement nécessaire, mais purificatrice, éducatrice, fondatrice d'une conscience collective nouvelle. Vélec reprend cette structure, la violence actuelle comme mal nécessaire, la transformation qu'il impose comme purification, mais en inversant le sujet, ce n'est plus la classe ouvrière qui se libère, c'est lui qui libère l'humanité d'elle-même. Ses pensées ne sont pas des aberrations.
Elles naissent d'une frustration réelle face à la capacité de l'être humain à se nuire à lui-même et aux autres. Velek incarne cette frustration portée à son point d'incandescence. Une paix que l'on n'a pas choisie n'est pas la paix. C'est l'absence de guerre, ce qui n'est pas la même chose. La paix qui dure, celle qui a une valeur morale, est le résultat d'un choix répété, difficile, de ne pas recourir à la violence, malgré tout ce qui y pousse. En supprimant la possibilité de la violence, Velek supprime aussi la possibilité de ce choix. Il offre un monde sans guerre, mais il retire ce qui donne à la non-violence sa valeur, le fait qu'elle aurait pu ne pas être choisie. Elsa Dorlin nous rappelle que la question de la violence est toujours aussi une question de justice et de rapport de pouvoir. Qui a le droit de se défendre ? Qui a le droit de résister ? Dans le monde de Velek, la réponse est simple. Personne, car personne n'en aurait plus la capacité biologique. Et une humanité incapable de résistance est une humanité incapable de se défendre contre ses propres gouvernants. The Last Ship ne parle pas seulement de Velek à mon avis. Il parle de toutes les formes de pouvoir qui promettent de nous protéger de nous-mêmes. Bonsoir tout le monde, je suis Peter Thiel. J'ai créé des entreprises et soutenu des gens qui ont construit des choses nouvelles, des réseaux sociaux jusqu'aux fusées. Il y a cette fameuse phrase qu'on connaît de lui, la démocratie et la liberté ne sont plus compatibles. Avec l'idée que la démocratie est au service d'une masse perçue comme étant souvent médiocre, et donc empêchant une élite mieux équipée intellectuellement de libérer son plein potentiel. Ça donne l'expression du techno-féodalisme, des seigneurs de la tech qui dominent et des vassaux, une petite population qui n'a pas d'autre choix que celui de se soumettre. C'est dans cet esprit que Peter Thiel va fonder, juste après les attentats du 11 septembre 2001, une nouvelle entreprise qui deviendra un mastodonte, Palantir. Palantir vend ses logiciels dans le monde entier. Ils séduisent les gouvernements, les armées et des entreprises de premier plan, y compris en France. Les algorithmes qui décident de ce que nous voyons, de quelles idées méritent d'être amplifiées, sont-ils si différents dans leur logique profonde du projet de Velek ? Ils ne modifient pas nos gènes, mais ils modifient notre environnement informationnel d'une façon que nous ne contrôlons pas, dans un but que nous n'avons pas choisi. En 2013, une équipe de Facebook a publié une étude sur les comportements des 61 millions d'utilisateurs pendant les élections législatives américaines de 2010. Conclusion. Les messages de mobilisation politique ont directement influencé le comportement électoral de millions de personnes. L'année suivante, une autre étude a démontré qu'en modifiant simplement la charge émotionnelle du fil d'actualité des utilisateurs, on pouvait altérer leur humeur et donc leur publication. Un feed plus négatif produit des utilisateurs plus négatifs. Google contrôle 90% des recherches mondiales. Meta regroupe près de 4 milliards d'utilisateurs mensuels, littéralement la moitié de l'humanité. Sur YouTube, 70% du contenu regardé provient de recommandations algorithmiques, non de choix personnels. Tout comme dans Matrix, où il est offert la pilule du choix et non le choix de la pilule à Néo. Internet structure le champ de nos actions possibles. Il donne l'illusion du choix, mais contrôle le terrain sur lequel s'exerce le libre arbitre. C'est une sorte de fausse prison. À quel moment la protection devient-elle une cage ? Et comment reconnaître ce moment avant qu'il soit trop tard ? Paul Velek avait raison sur une chose. La violence humaine n'est pas entièrement un choix. Elle a des racines profondes, biologiques, évolutives, et l'histoire de l'humanité est, entre autres choses, l'histoire d'une espèce qui essaye, tant bien que mal avec des succès très inégaux, de transcender ce qu'elle est par nature. Mais la réponse qu'il propose, modifier cette nature sans consentement, au nom d'un bien supérieur qu'il définit seul, est précisément le type de solution qui, dans l'histoire réelle, a toujours produit davantage de violence qu'elle n'en a supprimé, parce qu'elle repose sur la même prémisse que ce qu'elle prétend combattre. L'idée qu'un groupe d'êtres humains peut décider à la place des autres de ce que ces autres doivent être. Aube avait besoin d'un Léviathan pour tenir les hommes en respect. Freud pensait que la civilisation était ce travail permanent de canalisation de la pulsion de mort. Gandhi croyait que la vraie force était de choisir de ne pas frapper. Arendt défendait la parole contre la force. Tous, de manière différente, reconnaissaient la violence comme une donnée permanente de la condition humaine et cherchaient à la transcender sans l'effacer. Ce que Velek fait, c'est sortir du débat. Il ne transcende pas la violence, il la supprime, et avec elle, tout ce qui rendait la question de la non-violence digne d'être posée. La saison 4 de The Last Ship
est, au fond, un essai philosophique, une expérience de pensée terrifiante, terrifiante comme Matrix. Elle pose la question la plus ancienne de la pensée politique. Jusqu'où peut-on aller pour protéger les hommes d'eux-mêmes ? Et elle y répond avec la seule honnêteté possible. Elle ne répond pas. Elle montre les deux camps avec leurs arguments, leurs blessures, leurs angles morts. Et elle nous laisse avec la seule chose que la bonne fiction laisse toujours, l'inconfort d'une question qui nous regarde. Velek perd à la fin de la série. Mais ses arguments ne perdent pas. Et c'est peut-être ça, la vraie question que cette saison nous laisse. Pas « est-ce qu'il avait tort ?» mais « jusqu'où seriez-vous prêt à aller si vous étiez convaincu d'avoir raison ?» La liberté est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre, et aussi le droit de devenir ce que personne n'aurait prévu. Merci de nous avoir honorés par cette écoute. Abonnez-vous. À très bientôt.